Elogne Zoro. Dans ce cours, nous n'avons pas la prétention d'aborder les grandes théories de la chimie du solide, notamment la cristallographie et l'étude des équilibres entre phases. Il sera juste question de quelques rappels de notions de base. La première partie donc sera consacrée aux notions de cristallochimie à l'attention des élèves du certificat d'aptitude professionnelle des professeurs de lycée de l'École normale supérieure d'Abidjan. Ce cours sera partagé en deux parties. La première, donc, la cristallochimie, et la seconde, les équilibres en phase. Alors, l'une des figures emblématiques de la cristallochimie est bien connue en la personne du professeur Linus Pauling, dont une parfaite biographie a été écrite par Sieur Mohamed Larbi Bouguera aux éditions Belin pour la science. En effet, après 2 ans d'études postdoctorales auprès de Arno Sommerfeld à Munich, Pauling fut nommé professeur assistant au Caltech en 1927, où il fut le membre le plus jeune de son corps enseignant. Ceci dans la droite ligne d'une prophétie de son ami Jeffress, qui n'avait de cesse de lui dire « Tu es fait pour être prof ». Surnommé à juste titre l'Einstein de la chimie par son biographe Bouguera, Pauling a été lauréat de 2 prix Nobel, l'un pour ses travaux scientifiques en chimie en 1954 à Stockholm et l'autre pour la paix à Oslo en 1963. Chercheur chevronné qu'il était, il n'était pas moins intéressé par les causes sociales. Est l'auteur du modèle structural de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, j'entends, quoique celui adopté à ce jour est mieux élaboré que celui qu'il lui proposé en son temps. Voir Pauling posant avec sa famille, ses enfants et son épouse lors de la réception d'un de ses prix Nobel. Pauling jouissant d'une heureuse vie familiale, montrant que du génie qu'il était, il était un homme comme le commun des mortels, menant une vie pleine de vie. Alors, avec l'image qui s'affiche, on peut distinguer différents corps, dont certains sont solides et d'autres liquides. Parmi les solides, il y en a qui sont cristallisés et d'autres les solides amorphes. Vous pouvez, en actionnant le bouton pause de votre lecteur, vous exercer à reconnaître ceux qui sont liquides des solides et ceux qui sont cristallisés des non cristallisés, des amorphes. Suivant, nous avons différents corps. Une gomme, un stylo, un compas, de l'eau, du sucre. Certains peuvent être touchés, d'autres peuvent être tenus dans la main et être déplacés. Vous pouvez aussi, par une croix, vous exercer à les distinguer. Distinguer ceux qui peuvent être tenus dans la main, être touchés, et ceux qui ne le peuvent pas. On trouve ceci. Quasi tous les corps peuvent être touchés. Il en est de même pour la tenue dans la main et le déplacement, sauf l'eau. On peut donc conclure que les corps matériels qu'on peut toucher, prendre et tenir avec les mains sont des corps solides ou des corps dans un état solide. Notre exposé de rappel portera sur différentes notions, dont la notion de réseau, celle de nœud, de maille élémentaire, de motif, de système cristallin, d'indice de Miller, de face d'un cristal, et enfin, nous finirons par une classification des cristaux. L'état cristallin est caractérisé par une répartition régulière des particules constitutives selon 3 directions de l'espace, avec une périodicité déterminée par 3 vecteurs élémentaires non coplanaires. Comme le montre cette figure, où les nœuds sont matérialisés par les intersections des arêtes de parallélépipèdes élémentaires, qu'on peut définir comme des mailles,
Les vecteurs non coplanaires A, B et C partent d'un sommet de maille et sont portés et normés par les arêtes contiguës au sommet constituant l'origine. Le sommet donc duquel partent ces vecteurs constitue l'origine, n'est-ce pas, de notre repère. Nous y reviendrons sur les présentations suivantes. Considérons donc le vecteur T, combinaison linéaire de vecteurs de base A, B et C avec U, V et W des coefficients entiers relatifs. Les extrémités de T constituent un réseau triplement périodique de points. Ces points sont appelés des nœuds, matérialisés en des taches noires sur la figure. On appelle maille le parallélépipède basé sur les trois vecteurs élémentaires A, B et C. Si elle est caractérisée par les longueurs des arêtes A, B et C, les angles que font les arêtes entre elles, alpha, bêta, gamma, et un plus grand nombre d'angles droits entre ces arêtes, ou des angles plus proches de 90 degrés, et que cette maille a les arêtes les plus courtes possibles dans le réseau, alors on peut dire que cette maille est la maille élémentaire du réseau. Le motif cristallin est défini par le plus petit nombre de particules qui, par translation, suivant le vecteur générateur de translation T, redonne la structure cristalline complète. Dans une maille simple, nous comptons une seule particule. Dans une maille composée, nous pouvons compter plus d'une particule. Dans un parallélépipède, nous pouvons définir plusieurs éléments de symétrie. Comme on le voit sur la figure, un centre, des axes et des plans de symétrie. Seulement 7 combinaisons de ces éléments de symétrie sont compatibles avec un parallélépipède. Seulement 7 combinaisons. Ces combinaisons donc constituent les 7 systèmes cristallins qui peuvent caractériser toutes les structures cristallines tripériodiques. Ces systèmes cristallins sont les suivants. Cubique, quadratique, orthorhombique, monoclinique, rhomboédrique et hexagonal. À chaque système cristallin correspond un ou plusieurs types de réseaux. Ainsi, les 7 systèmes cristallins génèrent 14 réseaux de Bravais. Les indices de Miller. Les indices H, K et L, dits indices de Miller, permettent de désigner chaque famille de plans réticulaires parallèles et équidistants. Chaque indice, H, K ou L, correspond à un axe de coordonnées choisi, les 3 arêtes de la maille étant prises comme axe de coordonnées. Les unités de longueur sont respectivement pour OX, OY et OZ les paramètres A, B et C. Alors ces paramètres sont réduits à l'unité.
Quand un plan est parallèle à un axe, son intersection avec ce dernier est rejetée à l'infini. L'indice de Miller correspondant est donc noté nul. Quand un plan coupe un axe, dans la partie négative, l'indice de Miller correspondant est négatif et est noté par exemple L bar, la valeur absolue de l'indice surmontée d'une barre. En application, pour un cube, on note 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 pour les plans correspondant aux faces du cube. 1, 1, 0 désigne les plans passant par un axe et une diagonale de la face normale à cet axe. Un axe et une diagonale de la face normale à cet axe. Donc ce plan contient une arête et est orthogonale à la base, à la face de l'arête, orthogonale justement à cette arête, contenant le plan dit 1, 1, 0. 1, 1, 1 désigne les plans passant par trois diagonales de faces contiguës. 1, 1, 1 désigne les plans passant par trois diagonales de faces contiguës. La figure suivante vous en donne quelques exemples. On peut distinguer sur la première figure, par exemple, le plan 1, 1, 0. On voit bien comment il est caractérisé. Sur la seconde figure, le plan 1, 1, 1, traversant la face, la diagonale d'une face et passant par une arête. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce module. Un forum, un chat et un wiki seront disponibles sur la plateforme de cours pour les activités y relatives. Le module suivant portera sur la description structurale de composés métalliques. Je vous remercie.